va-t-on vers la grande rupture entre l'Europe et les États-Unis, les ex-meilleurs alliés du monde? Au cœur de l'affrontement, vous le savez, l'obsession de Donald Trump à vouloir annexer le Groenland. On en a un besoin vital, répète le président américain. Dans sa ligne de mire, les fameuses terres rares. Mais le sous-sol de l'île, le sous-sol du Groenland, est-il vraiment aussi riche que cela? Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux au Groenland, Valérie Astruc et Charlotte Sebir. Voici les montagnes qui suscitent la convoitise de Donald Trump. Elles abritent l'un des 3 plus gros gisements de terres rares au monde. Nous sommes au sud-ouest du Groenland. Quelques échantillons ont été extraits du sous-sol. Il suffit d'y projeter une lumière pour distinguer ces précieux minerais. Néonidium, terbium, xyprolium. Sur ce territoire autonome du Danemark, déjà 2 projets miniers et 6 gisements identifiés. Les terres rares servent aux voitures électriques, aux éoliennes, aux missiles, avions de combat, téléphones portables. Notre mine est là. Elle a la capacité de tourner pendant un siècle. Le directeur du principal projet minier promet un juteux marché. Le bénéfice sur notre économie serait énorme. Juste les royalties, le projet générerait 5 milliards de dollars. Et l'envie de Donald Trump de faire main basse sur ces terres rares ne semble guère l'inquiéter. On est capable de fournir en même temps le marché américain et le marché européen. On est au milieu des 2 continents. Mais pour les habitants, pas question de laisser le milliardaire s'emparer des richesses minières de l'île, même avec des dollars. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, il n'a pas le droit. Nous ne sommes pas à vendre. Les visées de Donald Trump pourraient même être contre-productives, selon le syndicat des patrons. Depuis des années, le Groenland était ouvert au business et aux investissements. Mais avec ce qui s'est passé ces derniers jours, ça change vraiment la donne. Dans le futur, les investissements américains ne seront plus les bienvenus comme ils l'étaient avant. Enfin, l'exploitation des terres rares pourrait être coûteuse. Pas de route ni d'infrastructure pour transporter les minerais. Et la météo empêche les mines de tourner toute l'année. Sur les 80 licences d'exploration au Groenland, une seule est détenue par une société américaine. Et les États-Unis ont signé seulement une lettre d'intention pour investir 125 millions de dollars. Intention, à ce jour, non concrétisée. Mais il n'y a pas que le Groenland qui divise les États-Unis et l'Europe. Ça fait plus d'1 an que les tensions s'accumulent, depuis la réélection de Donald Trump en fait. Et derrière les sourires de façade, eh bien, le président américain malmène ses alliés européens qu'il juge trop faibles, trop profiteurs aussi, et il n'hésite pas à les humilier en public. Franck Genozo et Léna Soudre vous racontent cette diplomatie de la provocation et de l'humiliation. C'est un message qui raconte le sentiment de toute puissance de Donald Trump. Un SMS adressé le week-end dernier au Premier ministre norvégien est révélé par la presse américaine. Vu que votre pays a décidé de ne pas me donner le prix Nobel de la paix, je ne me sens plus dans l'obligation de ne penser qu'à la paix. Le monde ne sera pas sûr tant que nous ne contrôlons pas le Groenland de façon complète et totale. Intimider et contraindre, c'est la stratégie du président américain vis-à-vis de l'Europe. Pourtant, lorsqu'il croise les dirigeants européens, c'est un sacré malin, ça je dois l'avouer. Il y a toujours au départ de la convivialité et même des amabilités. C'est une amie, nous nous entendons très bien. Mais dans les interviews, Donald Trump ne cache plus son mépris pour le vieux continent avec des mots sévères. Je pense que l'Europe est faible. Ils veulent tellement être politiquement corrects, je crois qu'ils sont perdus. Alors, l'Europe et l'Amérique sont-elles au bord de la rupture? Un document semble en attester. Publié en novembre, il fixe la stratégie de la Maison-Blanche sur les grands dossiers internationaux. 33 pages, dont 2,5 seulement consacrées à l'Europe, avec une tonalité alarmante. Les politiques migratoires transforment le continent. Si cette tendance continue, il sera méconnaissable d'ici 20 ans ou peut-être moins. Ce constat conduit à une volonté claire. Notre objectif devrait être d'aider l'Europe à corriger sa trajectoire actuelle. Cette correction passe par une ingérence toujours plus grande dans les affaires européennes.
Ce que veut faire la Maison-Blanche de Donald Trump et cette nouvelle droite, c'est de remplacer les élites européennes actuelles avec lesquelles elles estiment qu'elles ne peuvent pas travailler, les élites qu'elles qualifient de libérales, gauche et droite confondues, avec une contre-élite européenne nationaliste, populiste, qui soit alignée sur leur agenda. Ce changement d'interlocuteur, un homme s'est donné pour mission de l'accélérer, J.D. Vance, le vice-président américain. Et dès son premier déplacement, il a sermonné les Européens. La menace qui m'inquiète le plus ne vient plus de la Russie ou de la Chine ou d'autres puissances extérieures. Elle vient de l'intérieur de l'Europe, l'abandon par l'Europe de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées par les États-Unis. Objectif, peser sur les élections à venir en Europe et notamment sur la présidentielle française de 2027. La France a été critiquée au moment du premier procès de Marine Le Pen et on s'attend à ce qu'il y ait des critiques autour du procès en appel. Ces attaques vis-à-vis de l'Europe sont-elles partagées par les Américains? Nous avons posé la question en Virginie occidentale où Donald Trump a remporté l'élection avec 70% des voix. Certains y soutiennent la ligne présidentielle. L'Europe s'est perdue en chemin, à mon avis. Elle est devenue woke, extrêmement woke, et c'est problématique. Mais la plupart des électeurs rencontrés critiquent le président sur cette question du rapport à l'Europe. Les Européens sont des partenaires. Je ne vois pas de raison valable de se faire des ennemis là-bas. En votant pour lui, je ne me doutais pas qu'il deviendrait si extrémiste. On ne va pas prendre le contrôle du Groenland, franchement. Pour l'heure, le sort du Groenland est érigé en ligne rouge par les Américains. 75% d'entre eux se disent défavorables à l'idée d'annexer ce territoire. L'idée d'une guerre avec les États-Unis paraissait totalement impossible il y a quelques jours encore. Mais aujourd'hui, certains experts ne l'excluent pas. Problème, notre dépendance aux armes américaines, à leurs avions de chasse, à leur système de défense antiaérien. Alors parviendrons-nous un jour à être autonomes? Luc Lacroix, Laurence Naon, Alain Location. C'est le symbole de la dépendance européenne à l'armement américain. Le chasseur-bombardier F-35, fabriqué par les États-Unis. Il y a encore 2 ans, cérémonie en grande pompe au Danemark, pour la livraison de 4 F-35 américains supplémentaires. Grand sourire, même le prince héritier est là, et déclaration enthousiaste. C'est un grand jour pour la défense et l'armée de l'air danoise. Mais aujourd'hui, ce choix d'un armement américain pourrait se retourner contre les Danois. Le contexte a changé. Il y a quelques jours, ces mêmes F-35 survolaient le Groenland, dont Donald Trump veut s'emparer. Alors, en cas d'escalade, les États-Unis pourraient-ils clouer au sol les avions qu'ils ont livrés aux Danois ? À ma connaissance, il n'y a pas de bouton on-off pour clouer ces appareils au sol sur une simple décision américaine. En revanche, il y a une mise à jour permanente des logiciels et ces F-35 sont remplis de logiciels et donc il suffit que les Américains mettent plus à jour ces logiciels et vous avez une conséquence directe en fait sur la disponibilité de ces appareils. Et le Danemark n'est pas seul. En tout, 12 pays européens de l'OTAN possèdent ou ont commandé des F-35. La France utilise, elle, des Rafales bien français. Mais elle ne peut toujours pas se passer des avions de transport Hercule ou des drones Reaper américains. Et même quand l'Europe s'est fabriquée elle-même des armes, comme ici le système d'interception aérienne Mamba, certains pays européens préfèrent l'équivalent américain. Les batteries de défense antiaérienne Patriot ont ainsi été choisies pour le bouclier européen voulu par l'Allemagne. Il y a eu un choix volontaire de considérer pour certains pays européens que s'ils achetaient américains, alors ils seraient automatiquement défendus par les Américains. Et d'ailleurs, les Américains l'ont fait croire. Alors, l'Europe est en train de se réveiller, de comprendre. Les pays les plus atlantistes ont bien compris que cette promesse américaine était une promesse qui n'était pas fiable. Un phénomène qui s'est accentué. Les importations d'armes américaines ont bondi de 52 à 64%. Et les choses ne devraient pas changer de sitôt. Le futur fleuron de la marine française, le porte-avions nouvelle génération
qui doit remplacer le Charles de Gaulle, ne sera pas tout à fait français. Ces catapultes, qui permettent aux avions de décoller, seront américaines. Un contrat de plus d'1 milliard d'euros. Autre question, comment la France répond aux provocations américaines? Eh bien, le Quai d'Orsay muscle son jeu et n'hésite pas à contre-attaquer sur les réseaux sociaux avec les mêmes armes que Donald Trump ou Elon Musk. La French Response, c'est signé Lisa Beaujour, Quentin Bollier et Lara Péquez. Drapeau et pupitre sous les ors de la République. Jusqu'à présent, pour riposter face aux États-Unis, la parole officielle de la France, c'était seulement ça. Les États-Unis sont une puissance établie, mais qui s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment. Mais depuis quelques mois, le ministère des Affaires étrangères a décidé de tester une autre approche, moins conventionnelle. Avec ce compte sur X, French Response, réponse française. L'idée ? Lutter contre la désinformation étrangère en utilisant les codes des réseaux sociaux et l'humour. Exemple. Ce compte pro-Trump se réjouit. Thierry Breton vient d'être interdit de territoire américain. French Response réplique avec ce montage en anglais. D'un côté, la photo de Vladimir Poutine qui rend visite à Donald Trump en Alaska. Il tue des dissidents et pratique la censure. Visa approuvé. De l'autre, Thierry Breton, visa refusé, pour avoir simplement demandé plus de transparence aux réseaux sociaux. Autre riposte, qui cible cette fois le patron de X lui-même, lorsqu'Elon Musk écrit « Pourquoi le gouvernement britannique est-il si fasciste ?» Le Quai d'Orsay publie une photo de Musk en train de faire ce qui ressemble fortement à un salut nazi. Une réponse courte mais éloquente, vue plus de 8 millions de fois. Pour jouer le rôle des trolls officiels, des communicants et des diplomates du Quai d'Orsay. Ils assurent que cette nouvelle manière de communiquer a beaucoup plus d'impact. Nous avons quand même répondu aux codes qui sont ceux en ce moment sur cette plateforme. On peut mettre en avant, parfois de manière effectivement décalée mais assumée, juste le ridicule de leurs accusations qui sont portées contre nous. Et ça peut avoir un impact, y compris de dissuasion pour de futures accusations. Depuis sa création en août dernier, le compte French Response a engrangé plus de 50 000 abonnés. Mais il reste encore loin des gros comptes américains qu'il souhaite contrebalancer, comme Elon Musk et ses 232 millions d'abonnés. Et avant d'en parler directement avec Thierry Breton, qui est notre invité ce soir dans le 20h, ce week-end, sachez que les choses se sont encore accélérées. Les 27 ont décidé de tenir tête à Donald Trump sur le Groenland. La France menace même d'actionner ce qu'on appelle le bazooka commercial contre les États-Unis. Ce sont des mesures qui n'ont jamais été utilisées jusque-là et qui pourraient pénaliser durement les entreprises américaines. Quelles sont ces armes de rétorsion massive? On voit ça avec Catherine Rougerie et Philippe Maire. Face aux menaces de Donald Trump d'annexer le Groenland, l'Union européenne doit-elle dégainer son arme commerciale la plus puissante? Quel est le principe de cet instrument anti-coercition? Il donne aux 27 un large éventail de représailles. Hausse des droits de douane sur des biens et des services, gel de l'accès au marché public européen, blocage des investissements. De quoi limiter drastiquement l'accès à l'un des marchés les plus importants au monde. C'est un instrument qui est conçu comme un instrument dissuasif et qui nous permet de superposer un certain nombre de mesures qui ont un impact commercial très fort sur le pays tiers, suffisamment pour justement chercher à le dissuader. Et c'est pour ça qu'on l'a qualifié de bazooka de défense commerciale. Comment l'appliquer ? La procédure peut être lancée par la Commission européenne ou par un pays, comme la France aujourd'hui, et doit être approuvée par 55% des États, représentant au moins 65% de la population de l'UE. Aujourd'hui, Roland Lescure, le ministre de l'économie, a montré, en anglais, sa détermination. Nous devons aller plus loin. Nous devons réaffirmer notre position, être sûr que l'Europe se renforce pour protéger son marché. Pour frapper fort, quelle cible viser? Des services financiers américains comme Visa et Mastercard ou encore les géants du numérique, une arme à double tranchant. Ça pourrait mettre des restrictions sur des grandes entreprises comme Netflix, comme Google,
comme Facebook, comme OpenAI. Donc c'est des grandes entreprises que les citoyens européens utilisent tous les jours. Donc évidemment, sanctionner ces entreprises, ça aurait un effet très important sur les Américains, mais ça aurait aussi évidemment un effet très important sur les citoyens européens. Si la France dit vouloir utiliser ce bazooka commercial, d'autres pays européens prennent plutôt à ce stade la désescalade, comme l'Allemagne et l'Italie.